Je vous remercie, Madame la Présidente, et je remercie également les organisateurs du colloque de m'avoir invité à participer à cette belle manifestation sur le thème de l'intérêt comme producteur de conflits en droit privé. Et je suis d'autant plus honorée que je parle sous la présidence d'une éminente spécialiste de la notion d'intérêt, d'intérêt social, puisque hier, vous nous avez invité, Géraldine, à réfléchir sur les fonctions de l'intérêt social. Alors, les deux termes d'intérêt et des conflits qui sont au centre de notre réflexion de l'après-midi sont bien connus en droit des sociétés et appartiennent assurément au champ lexical du droit des sociétés. Et l'expression conflit d'intérêt, qui juxtapose les deux termes, est-elle aussi au cœur de la matière. On songe ici, bien entendu, à la procédure en droit des sociétés, des conventions dites réglementées, donc, ce sont les contrats conclus entre la société et l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés, directement ou par personne interposée. Alors, bien entendu, le dispositif institué tend justement à faire en sorte que le dirigeant ne privilégie pas son intérêt personnel au détriment de l'intérêt de la personne morale qu'il représente. Il y aura application de la procédure des conventions réglementées, notamment lorsque le dirigeant négociera avec la société le montant de ses rémunérations ou le montant de ses indemnités de retraite. Il y aura également application de la procédure réglementée lorsque le dirigeant négociera avec la société un contrat de travail pour son épouse, notamment lorsque ce contrat de travail sera particulièrement avantageux et qu'il répondra à des missions parfois obscures dans la société. C'est encore le cas lorsqu'un ex-ministre, aujourd'hui président d'un groupe parlementaire, à la tête d'une mutuelle, a négocié avec une société civile immobilière un contrat de bail commercial, laquelle SCI était là encore créée et dirigée par sa compagne. Au sein de la société, donc, des conflits existent, et des conflits existent également entre associés et peuvent affecter ce que l'on appelle le fonctionnement normal des organes sociaux. Dans les cas les plus extrêmes, cette mésentente grave entre les associés peut conduire à la dissolution de la société, dissolution qui sera prononcée par le juge, mais bien entendu, dans les cas les plus extrêmes, je le disais, donc profonde dissension, mésentente durable, et la dissolution pourra être prononcée à l'encontre d'une société qui économiquement est viable. La situation se présente notamment dans les sociétés constituées entre époux ou entre concubins, où les concubins ou les époux se partagent les parts sociales de manière égalitaire. On le comprend ici, le droit de voter aux assemblées générales, prérogative fondamentale de l'associé, qui lui permet de participer aux décisions collectives, selon l'expression consacrée, peut être utilisé comme une arme redoutable pour gêner l'action d'un ou de plusieurs actionnaires que l'on juge ennemis. Fort heureusement, la dissolution de la société n'est pas la seule solution qui est offerte en cas de conflit entre associés. Le juge dispose d'autres moyens d'intervention dans la société pour résoudre les crises politiques. Création purement prétorienne, la théorie de l'abus de droit de vote de l'associé lui permet précisément de sanctionner les abus de majorité, de minorité ou encore d'égalité dans la structure sociétaire. Ces abus de droit de vote ne sont pas, puisque c'est une création prétorienne, ne sont pas prévus par les textes, ils ne sont pas réglementés précisément par des dispositions légales. Il s'agit simplement d'une transposition en droit des sociétés de la théorie de l'abus de droit en droit civil qui s'est développée sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle. Les abus de droit de vote de l'associé sont donc, selon l'expression du professeur Gentin, une audace prétorienne. La caractérisation de cet abus de droit de vote repose sur, l'expression a été utilisée à plusieurs reprises dans les exposés précédents, une subtile pesée des intérêts en présence, donc par le juge.
La jurisprudence exige en effet, les étudiants du Master 2 droit des affaires le savent sur le bout des doigts, cette notion d'abus de droit sera caractérisée si deux critères, deux conditions cumulatives sont réunies. D'une part, le droit de vote doit être contraire à l'intérêt social, hein, et d'autre part, ce droit de vote doit créer une rupture entre l'égalité des salariés, c'est-à-dire que par ce droit de vote, certains associés privilégient leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt de ceux des autres associés. De prime abord, donc, le raisonnement s'apparente presque à une simple équation mathématique. Soit les deux critères sont réunis et l'abus de droit de vote est caractérisé, soit l'un des deux critères fait défaut, voire les deux critères font défaut, et l'abus de droit de vote est écarté. À l'évidence, les données de l'opération complexe et la mission du juge dans la résolution de ces conflits d'intérêts inhérents internes à la société est bien plus délicate. La notion d'intérêt social, décisive pour l'identification d'un abus de droit de vote, est assurément difficile à cerner. Intitulée à la manière d'une fable, pour insister sur l'aspect faussement élémentaire du problème, la présente contribution propose donc de s'interroger sur le triptyque juge, intérêt social et abus de droit de vote de l'associé. Le contrôle judiciaire des abus de droit de vote de l'associé font-ils du juge un représentant, une incarnation de l'intérêt social? Le choix du juge en première place de cet intitulé augure le rôle essentiel de l'autorité judiciaire dans la caractérisation et dans la sanction des abus de droit de vote. Cette place de choix doit néanmoins être temporisé, car s'il cherche à préserver l'intérêt social en sanctionnant les abus, le juge ne saurait exprimer directement l'intérêt de la société en se prononçant au nom et à la place des organes sociaux. Il convient donc en premier lieu de revenir sur la mission du juge dans l'identification, la révélation de cet intérêt social, avant d'envisager dans un second lieu sa mission de protection de l'intérêt social, qui n'en fait pas pour autant un représentant de l'intérêt de la société. Pour caractériser un abus de droit de vote, on l'a dit donc, le juge doit rechercher si la décision est conforme à l'intérêt de la société et si elle a été prise dans l'unique dessein de favoriser les intérêts des majoritaires, des minoritaires, au détriment des autres associés. Le juge joue donc, en premier lieu, un vrai rôle dans la mise en lumière de l'intérêt social. Il convient de revenir d'une part sur la méthode utilisée par le juge pour découvrir ce que c'est que l'intérêt de la société en cause, et d'autre part de revenir sur les atteintes généralement portées à cet intérêt social. Alors, concernant la recherche et la mise en lumière de l'intérêt social, selon l'expression de Piero Vanno, qui est revenue dans les précédentes contributions, l'intérêt social est effectivement considéré comme la boussole de la société. Une notion essentielle, voire la notion prééminente de la matière du droit des sociétés. Les dirigeants engagent leurs responsabilités civiles s'ils commettent des fautes de gestion non conformes à l'intérêt social. Ils peuvent encore être révoqués de la société pour juste motif si leur comportement est jugé attentatoire à l'intérêt social. Donc l'intérêt social s'impose comme un standard du droit des sociétés et bien entendu il n'est défini ni par les textes ni par les tribunaux. Il est classiquement admis que cet intérêt social ne se confond pas avec la juxtaposition des intérêts particuliers des parties au contrat de société, c'est-à-dire des associés, que cet intérêt social ne se confond pas non plus avec l'intérêt commun des associés, puisque l'intérêt commun des associés visé par l'article 1833, qui a notamment été au cœur d'un projet de réforme dans la précédente loi du 6 août 2015, cet intérêt commun des associés renvoie plus à l'idée de partage des bénéfices des associés. Et on distingue encore cet intérêt social de l'intérêt de l'entreprise, qui plus largement intègre des intérêts catégoriels, comme les intérêts des salariés, voire les salariés de certains créanciers. On retient majoritairement que l'intérêt social supplante ces intérêts spécifiques ou catégoriels, et que l'intérêt social, c'est l'intérêt propre de la personne morale, donc l'intérêt propre de cet être juridique particulier.
Comment en pratique, donc, le juge parvient-il, pour contrôler les conflits qui interviennent dans la société, à déterminer l'intérêt propre de cette personne morale? En réalité, tout est affaire d'espèce, bien entendu. L'intérêt propre d'une société, qui transcende celui des associés, diffère d'une société à l'autre. L'intérêt d'une SARL de famille n'a rien à voir avec l'intérêt d'une société d'exercice libéral ou encore l'intérêt d'une société anonyme cotée. Comme on l'a souligné très justement, hein, l'intérêt social est affaire de circonstances, il dépend des faits en cause, c'est une donnée factuelle. Le travail du juge consiste donc à sonder les spécificités de la société qui connaît une situation de conflit à l'intérieur de la communauté des associés. Pour identifier l'intérêt spécifique de la personne morale, le juge va donc prendre en considération la forme de la société, le nombre d'associés, mais également des données chiffrées, son capital social, son bilan, son compte de résultats, ses capitaux propres. Il ne s'agit pas ici de faire une étude comptable, mais plus globalement d'analyser les singularités financières, politiques et patrimoniales de l'entité qui subit ces conflits d'intérêts. On relève par exemple que pour déterminer si la décision sociale d'augmentation de la rémunération du dirigeant de la société constitue un abus de majorité, le juge va prendre en considération l'âge du dirigeant concerné, son ancienneté, ses compétences, ses fonctions précises au sein de la structure sociale. Les juges ont ainsi qualifié d'abus de majorité une augmentation adoptée alors que les bénéfices de la société fléchissaient et que cette augmentation réduisait de moitié les bénéfices pour l'année où elle était prise. Autre exemple typique en matière de conflit d'intérêts dans la société, les décisions d'affectation des bénéfices en réserve. Donc on le sait, normalement, la société est faite pour s'enrichir, l'associé intègre la société pour bénéficier d'une plus-value, recevoir des dividendes, mais effectivement, si les majoritaires prennent systématiquement la décision d'affecter le bénéfice aux réserves, eh bien les minoritaires ne verront jamais la couleur des dividendes. Et donc, bon nombre de litiges concernent ces affectations systématiques des bénéfices à la réserve. Pour se prononcer sur qu'est-ce que l'intérêt de la société en cause, le juge va précisément, minutieusement, analyser la fréquence et la durée de ces mises en réserve, regarder si la constitution de ces réserves est accompagnée ou non d'une politique d'investissement, s'attacher encore à la valeur des parts sociales. Sera-t-elle diminuée par le fait de cette mise en réserve ? Donc, énormément d'arrêts sur ce problème de la mise en réserve systématique des bénéfices, en l'occurrence une dernière décision rendue par la Chambre commerciale le 23 mars 2017. On peut encore évoquer, en matière d'abus de majorité, commis à l'occasion de conflits dans la société, les abus de majorité consécutifs, enfin inhérents au coup d'accordéon. Alors, coup d'accordéon pour nous en droit des sociétés, c'est lorsque la société connaît des pertes financières et les associés prennent la décision de réduire le capital social à zéro, puis ensuite immédiatement de faire suivre cette diminution par une augmentation de capital avec des émissions d'actions nouvelles. Bien entendu, ce coup d'accordéon aboutit en pratique à exclure certains associés minoritaires. Là encore, dans une décision récente du 11 janvier 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fondé sa solution sur l'intérêt de la société. Plus précisément, ici, elle vise les intérêts vitaux de la société pour prononcer l'abus de majorité. En l'espèce, les juges retiennent que la survie de la société n'était pas en jeu, donc le coup d'accordéon ne se justifiait pas au regard de l'intérêt vital de la société, et que cette opération, à bien y regarder, était surtout destinée à transformer une société par action simplifiée, donc pluripersonnelle, en société par action simplifiée unipersonnelle, donc seul l'associé majoritaire pouvait ici souscrire à l'augmentation de capital envisagée.
Donc, bien que la conformité de la décision litigieuse à l'intérêt social ne soit pas l'unique critère pour caractériser un abus de droit de vote de l'associé, elle en constitue néanmoins une condition déterminante. Dès lors que la décision est conforme à l'intérêt social, l'abus de droit de vote de l'associé ne saurait être retenu. En s'appuyant donc sur une étude circonstanciée de la société, le juge agit alors comme un révélateur de l'intérêt social. Néanmoins, il ne saurait se substituer aux organes de la société pour incarner lui-même l'intérêt social. La protection de l'intérêt social par le juge, donc, en second lieu, lui confère un droit d'intervention dans la société. Lorsqu'un abus de minorité est caractérisé, c'est-à-dire lorsque l'attitude des associés minoritaires empêche la conclusion d'une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la majorité, la sanction prononcée par le juge consiste le plus souvent en l'octroi de dommages-intérêts. Donc, ces dommages-intérêts, cette réparation financière, donc sont parfois très lourds, mais visent à sanctionner donc ceux que l'on qualifie de tyrans, d'égoïstes ou de vengeurs, qui s'opposent donc à une décision qui est essentielle pour la société. Bien entendu, on le comprend, la réparation financière n'est ici qu'une protection imparfaite pour la société. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que les minoritaires se sont opposés à une prise de décision, et donc ce qu'il faudrait pour sauver la société, c'est que la décision soit adoptée. Donc on ne peut pas prononcer la nullité, puisqu'il n'y a rien à annuler, mais est-ce qu'on autorise le juge à s'immiscer dans la gestion de la société pour prendre la décision que les minoritaires s'opposent, à laquelle les minoritaires s'opposent? Donc le juge peut-il, pour résoudre ces conflits d'intérêts dans la société, rendre une décision pouvant tenir lieu de délibération sociale? La Cour de cassation répond traditionnellement par la négative. La protection de l'intérêt social par le juge est en réalité donc une protection indirecte. Alors, ce refus de la Cour de cassation de laisser le juge, je perds mes mots avec ce minutage serré des interventions, la Cour de cassation, donc depuis l'arrêt Flandin, déclare que le juge ne peut pas voter à la place des minoritaires pour prendre la décision considérée comme essentielle et conforme à l'intérêt social. Pourquoi? Eh bien, l'arrêt Flandin nous dit « S'il entre dans l'office du juge de résoudre des conflits entre associés, il ne lui appartient pas de s'immiscer dans la vie des sociétés en imposant des décisions dont il ne supporterait pas les responsabilités. Le juge ne peut donc pas intervenir directement et voter ou rendre un jugement valant vote au nom de la société. En revanche, le juge peut désigner un mandataire social, et c'est ce mandataire qui va représenter les associés minoritaires récalcitrants, égoïstes, vengeurs, comme on le disait tout à l'heure. Cette solution a donc été qualifiée par la doctrine de pure hypocrisie, puisqu'elle aboutit en pratique à un résultat similaire au mécanisme de la décision valant vote. Elle ne procède donc d'un contournement artificiel de l'intervention du juge dans la société. Elle ne nous convainc pas, cette position et ce refus de laisser le juge prendre la décision à la place des récalcitrants. Tout d'abord parce que le juge, quotidiennement, prend des mesures qui témoignent de son immixtion dans la société. Le juge annule des délibérations sociales, il nomme des experts, il nomme des contrôleurs de gestion, des administrateurs provisoires, donc il est un acteur incontestable de la vie de la société. Par ailleurs, en cas de péril imminent dans la société, notamment lorsque la société est menacée de dissolution, si elle ne reconstitue pas urgemment ses fonds propres, la prise de mesures immédiates par le juge s'inscrit
manifestement comme la solution la plus rapide, la plus efficace, la moins onéreuse, et donc la plus conforme à l'intérêt de la société. En conclusion donc, on ne saurait prétendre que la société est la chose des associés et que le juge doit demeurer étranger à l'intérêt de la société, puisque le juge a, vous l'avez compris, construit la théorie de l'abus de droit de vote qui permet de sanctionner les conflits entre les associés. C'est lui qui identifie et révèle l'intérêt propre de la personne morale. Et c'est encore lui qui dispose d'un droit d'intervention dans la société pour préserver l'intérêt social. Cela n'en fait pas un organe de la société, mais un incontestable défenseur de ses intérêts particuliers. Voilà, je vous remercie. Merci.